Vous pensez connaître la guerre? Préparez-vous à voir vos certitudes voler en éclats, car derrière chaque ligne bleue sur une carte se cache une réalité de fer, de boue et de sang. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le véritable coût d'un simple kilomètre de rivière, en prenant l'exemple de l'Oscol, mais aussi en plongeant dans l'histoire, les témoignages et les leçons universelles de la logistique de guerre. L'Oscol, ce n'est pas juste une frontière géographique, c'est un gouffre qui dévore ressources, machines et vies humaines sans distinction. Pour chaque mètre gagné, des dizaines d'histoires se nouent, de courage, de peur, d'épuisement. Car ici, chaque centimètre conquis se paie au prix fort, en sueur, en nuits blanches et en pertes irréparables. Oubliez l'image romantique de la charge héroïque. La vraie guerre moderne n'est pas un feu d'artifice de bravoure, mais un affrontement d'endurance, de calcul et de logistique. Traverser l'Oscol, c'est accepter d'être vu par des drones, traqué par des senseurs thermiques, frappé par une artillerie qui ne dort jamais. Le courage ne suffit plus. Il faut réparer sous la menace, improviser quand tout s'effondre et survivre à l'imprévisible. C'est une guerre où l'intelligence compte autant que la force brute. Prenons un exemple concret, celui de la traversée de la rivière Dniepr pendant la Seconde Guerre mondiale. Les historiens rappellent que lors de la bataille de Korsoun, des milliers de soldats soviétiques ont tenté de franchir un fleuve en crue, sous les tirs croisés de l'ennemi. Les ponts de fortune étaient détruits en quelques minutes, les radeaux coulaient sous le poids, et chaque tentative coûtait des centaines de vies. Presque un siècle plus tard, sur l'Oskol, les principes restent les mêmes. Seule la technologie a changé de visage, rendant la traversée encore plus périlleuse. Contrôler les berges de l'Oskol, ce n'est pas seulement remporter un point stratégique. C'est graver la guerre dans la mémoire d'une génération, redessiner le destin d'un peuple. Car chaque pont détruit, chaque convoi décimé, chaque nuit d'attente forge des souvenirs indélébiles. L'histoire abonde de ces points de passage transformés en symboles. Le pont d'Arnhem en Hollande, le pont Ludendorff à Romagen, ou encore le passage du Rhin à Romagen par les Alliés en 1945. À chaque fois, la logistique défaillante ou la bravoure improvisée ont fait pencher la balance. Sur l'Oskol, la leçon est implacable. Le courage ne compense pas les stocks vides, les camions brûlés ou les ponts effondrés. L'armée la mieux entraînée ne peut rien sans essence, sans munitions, sans ravitaillement. Ici, chaque convoi devient un pari, chaque passage un sacrifice silencieux. L'illusion de la victoire facile s'effondre dès que la logistique vacille. Ignorer la réalité de l'Oskol, c'est condamner à répéter les mêmes tragédies. L'histoire militaire regorge de ces exemples. Napoléon, en Russie, forcé de battre en retraite faute de ravitaillement. Les Allemands à Stalingrad, encerclés et affamés malgré leur supériorité technique. Les troupes américaines au Vietnam, parfois incapables de soutenir leurs avant-postes perdus dans la jungle. À chaque fois, la guerre se joue moins sur l'héroïsme que sur la capacité à soutenir, à évacuer, à tenir malgré la pression constante. Pour comprendre l'enfer de la rivière Oskol, il faut plonger dans la mécanique implacable du front. Jusqu'où est-on prêt à aller pour ne pas céder un mètre de berge? Suivons le parcours d'un convoi logistique face à la rivière. Imaginez un matin d'hiver. La brume recouvre l'eau, le froid mord les visages. Un groupe de camions s'avance lentement, feux éteints, moteurs réduits au silence. À l'arrière, des caisses de munitions, des bidons d'eau, quelques sacs de vivres. Chaque conducteur sait que la traversée n'est pas garantie. Les drones ennemis survolent la zone, repérant le moindre mouvement. Un seul faux pas, une silhouette découverte, et la pluie d'obus s'abat. Une rivière, et tout bascule. Lagne fine sur la carte, l'Oskol divise un front où chaque pouce vaut double. Bienvenue à Kupiansk, carrefour vital du nord-est. Ici, les voies ferrées serpentent comme des artères. Contrôler la ville, c'est tenir la logistique de toute la région. Mais la rivière impose sa loi, coupant la guerre en deux mondes antagoniques. À l'ouest, des hauteurs bétonnées, fortifiées, où chaque avance coûte des vies et du matériel. À l'est, des marais, des champs nus, surveillés sans relâche par des drones et l'artillerie. La géographie devient mortelle. Le moindre faux pas se paie en sang, comme lors de la bataille de la Somme, où les soldats s'enlisaient dans la boue sous le feu croisé. La logistique, déjà complexe ailleurs, vire ici au cauchemar. Pour tenir un simple tronçon, il faut brûler 3 fois plus de munitions qu'ailleurs. Les convois roulent jusqu'à l'épuisement, les réserves fondent, la cadence ne faiblit jamais. Les pertes, humaines et matérielles, explosent. Lors de la Première Guerre mondiale, les routes de ravitaillement vers Verdun étaient surnommées la voie sacrée. Non parce qu'elles étaient en sûres, mais parce qu'elles étaient en vital, et chaque camion perdu était une prière muette pour la survie du front. Les images satellites le confirment.
plaines jonchées crans de carcasses métalliques, de drones pulvérisés, de batteries éventrées. La technologie censée donner l'avantage devient parfois un piège mortel. Les chars de l'armée israélienne dans le Sinaï lors de la guerre du Kippour ont appris à leurs dépens qu'un pont flottant fragile pouvait décider du sort d'une offensive entière. Chaque mètre arraché à l'ennemi accroît la tension. Mal gérer ce terrain, c'est condamner des bataillons entiers à la débâcle. C'est sacrifier hommes et machines pour des gains aussitôt annulés si la logistique flanche. Quand les Allemands ont tenté de traverser la Meuse en 1940, une poignée de résistants a suffi à ralentir une armée entière, mettant à nu la fragilité de la chaîne logistique. La bataille de l'Oskol n'est pas une confrontation ordinaire. C'est une mécanique de destruction, où l'endurance humaine et l'innovation sont la seule planche de salut. Ici, chaque erreur coûte 100 fois plus cher. Un rapport logistique mal rempli, un pont improvisé mal camouflé, et c'est toute une section qui disparaît en quelques minutes. Derrière la ligne de front, une autre bataille se joue, celle des ponts et des ingénieurs qui, chaque nuit, risquent tout pour que la guerre continue. Plongeons dans l'ombre là où les ponts deviennent la clé de la survie. Car sans eux, toute la machine guerrière s'effondre. Quand traverser l'Oskol devient synonyme de mission suicide, la logistique bascule dans une lutte désespérée contre la mort. Pour les sapeurs, chaque jour est un cauchemar recommencé. Les ponts traditionnels, oubliés. Au moindre signe de construction, les satellites ennemis la repèrent en quelques minutes et l'artillerie frappe avant même que les hommes n'aient enfui. C'est l'équivalent moderne de la traversée du fleuve Rapido par les Alliés en Italie, où chaque tentative de franchissement se soldait par des pertes massives. Face à cette surveillance implacable, les ingénieurs improvisent. La nuit, des pontons précaires sont lancés à la hâte, parfois éclairés seulement par les étoiles. D'autres fois, de vieux ferrys rafistolés, guidés à la rame, glissent en silence parmi les roseaux. Les moteurs sont bannis, trop bruyants, trop visibles, la discrétion devient la seule assurance vie. Mais l'ingéniosité ne suffit pas. Chaque rotation coûte cher. La moitié des engins de franchissement disparaissent à chaque tentative, engloutis ou pulvérisés. Les survivants reviennent toujours avec moins d'hommes à bord. À chaque aller-retour, la mort rôde, et personne ne sait qui survivra à la prochaine salve. Lors du débarquement allié en Normandie, les ingénieurs américains perdiront parfois la moitié de leurs barges sous le feu allemand. Sur l'Oskol, le ratio était le même, mais la technologie de surveillance rend tout plus dangereux encore. De l'autre côté, la berge ennemie est un piège. Le ciel appartient aux drones et aux satellites. Le moindre mouvement déclenche une traque. Chaque embarcation devient une cible. La moindre erreur se paie cher. Pour tromper la vigilance, les soldats se couvrent de couvertures thermiques mouillées, s'enfoncent dans les roseaux, rampent en silence. Parfois, seule la brume ou la nuit leur accorde une chance. Les grandes traversées relèvent les zones du passé. Place aux moustiques logistiques, de minuscules équipes, quelques caisses, un peu de vivres, un lot de munitions. Chaque passage est une roulette russe où la tragédie n'était jamais loin. Au Vietnam, les Nord-Vietnamiens ont perfectionné l'art du transport discret sur la piste Ho Chi Minh. Ici, c'est la même chose, mais sous l'œil des drones. Derrière chaque franchissement, c'est la survie du front tout entier qui se joue. Le moindre faux pas engloutit matériel et vie irremplaçables, sapant le moral des troupes. Ici, la victoire n'a jamais le goût de la gloire. Elle n'est qu'un sursis, payé au prix du sang et du silence. Mais derrière ces efforts titanesques, une question ronge tous les esprits. Jusqu'où peut-on tenir ainsi ? Ce combat d'usure transforme la guerre elle-même. Personne n'en sort indemne. Dans l'histoire, la bataille de Monte Cassino a montré comment la résistance sur un point clé pouvait épuiser les deux camps, sans victoire décisive. Tenir un simple lambeau de boue sous un feu ininterrompu, folie ou sommet de l'art militaire, sur la ligne de front, le ZUB, cette minuscule excroissance surnommée la dent, cristallise toutes les tensions. Sur la carte, ce n'est rien, quelques mètres carrés. Mais dans la réalité, ce promontoire devient un enfer, un point d'ancrage où chaque brigade s'épuise. Les conditions de vie y défient l'imagination. Les groupes s'entassent dans des trous boueux, parfois inondés, sans abri. Blessés et valides cohabitent, car évacuer relève de l'impossible. Chaque mouvement attire les drones et l'artillerie. Chacun compte ses maigres vivres, partage les dernières rations dans le froid, la peur et la fatigue. Lors du siège de Leningrad, des scènes similaires ont été rapportées. Hommes et femmes partageant la dernière croûte de pain dans un abri sous les bombes. Le vacarme est permanent. Plus d'une centaine d'obus frappent chaque jour ce minuscule segment de front. Les drones saturent le ciel, traquent la moindre chaleur, frappent sans répit. Autour, le paysage n'est plus que cratères,
carcasses, arbres déchiquetés. Le bruit est constant, la tension s'empose, chaque heure devient une victoire dérisoire contre l'oubli. Mais pourquoi s'accrocher à ce lambeau de terre? Ici, la stratégie se dévoile. Tenir le Zub, c'est forcer l'adversaire à engloutir des bataillons entiers pour quelques mètres, à sacrifier hommes et munitions. L'objectif n'est plus seulement de défendre, mais d'user l'ennemi, de dissoudre lentement sa capacité offensive. À Stalingrad, les soviétiques tenaient des ruines pour épuiser l'ennemi, centimètre par centimètre. Ici, la technologie touche ses limites. La survie dépend de l'instinct, de l'art de ramper, de disparaître, de se taire. Chaque journée se solde par des pertes, parfois sans aucun gain. L'usure est totale, morale et physique. Il ne s'agit plus de gagner, mais de tenir un jour de plus, jusqu'à ce que l'ennemi rompe. Pourtant, céder le Zub n'est pas envisageable. Le perdre ouvrirait une brèche, offrant à l'adversaire l'occasion de s'engouffrer et de menacer toute la logistique du secteur nord-est. Chaque vie sacrifiée ici pèse sur l'issue du front. Le prix est immense. La moindre erreur peut tout faire basculer. Au-delà du Zub, d'autres points d'appui résistent ou cèdent. Chaque mètre gagné ou perdu s'accompagne d'histoires de survie, d'abnégation, de choix impossibles. Dans la bataille du chemin des Dames, les poilus français affrontaient quant à des conditions similaires, tenir coûte que coûte pour éviter l'effondrement du front. Quand l'enfer ne suffit plus, c'est le ciel qui s'effondre. Après des semaines de pilonnage, la guerre bascule, l'ennemi frappe d'en haut. Les premières bombes guidées creusent des cratères capables d'avaler des sections entières. En quelques minutes, une ligne de défense solide se dissout en désert brûlé. Les soldats ne connaissent plus le repos. Un blocus impitoyable s'installe, les convois sont anéantis, les ponts disparaissent sous les frappes. L'eau devient plus précieuse que l'or. Les rations, déjà maigres, se divisent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Les drones terrestres, surnommés mules, s'enlisent pour livrer les derniers bidons et caisses, mais trop souvent ils n'arrivent jamais. À Dien Bien Phu, les troupes françaises ont vécu la même agonie, coupées de tout. La médecine de guerre n'est plus qu'un tri désespéré. Là où il faudrait des dizaines de chirurgiens, il ne reste qu'une tente, quelques ampoules de morphine et la volonté de survivre. Les blessés savent qu'aucune évacuation n'est possible. Chaque tentative, même sous la brume, coûte un véhicule et des vies. La faim et la soif deviennent des armes. L'ennemi coupe les ravitaillements, surveille les points d'eau, cible les caches de nourriture. Des groupes s'aventurent en la nuit, beaucoup ne reviennent pas. L'épuisement ronge les corps, rampe dans les esprits, jusqu'à faire douter du sens du combat. En Afghanistan, les soviétiques ont appris que le manque de logistique pouvait briser n'importe quelle armée. La guerre ici n'est plus une question de victoire. C'est une lutte pour survivre, une bataille d'endurance contre la soif, la faim, le froid. Chaque jour, le front recule, non sous les coups ennemis, mais sous la pression du manque. Lors du siège de Sarajevo, la population a tenu des années dans des conditions similaires, inventant chaque jour de nouveaux moyens de survivre. Pourtant, dans ce tableau d'effondrement subsiste un fil d'espoir. Parfois, la météo offre un répit, la nuit masque les mouvements. Parfois, l'ennemi commet une erreur, laisse une brèche. La ruse, l'improvisation, l'entraide deviennent des alliés aussi puissants que l'artillerie. Au cours de la guerre d'hiver en Finlande, les soldats finlandais utilisèrent la forêt, la neige, la nuit pour surprendre une armée bien supérieure en nombre. Mais lorsque l'instinct de survie devient stratégie, certains choix sont impossibles à effacer. Le prix à payer pour la moindre avancée s'alourdit à chaque heure. La guerre du Pacifique a montré que la résistance jusqu'au dernier homme pouvait consumer des divisions entières, sans changer l'issue. Victoire ou désastre, à l'heure du décompte, tout vacille. Derrière les communiqués triomphants, la question persiste. Qui sort vraiment gagnant? Sur la carte, la rivière Oskol ressemble à une simple ligne bleue. Mais pour les soldats, c'est un gouffre, une frontière d'acier et de boue, où chaque mètre peut coûter 100 vies, chaque décision se paie au prix fort. La logistique, promise comme force invisible, devient ici une loterie mortelle. Les convois se mutent en cible, le ravitaillement en pari risqué. Même la technologie, censée sauver, se retourne parfois contre ceux qui la servent. Lors de la guerre en Irak, les embuscades sur les convois de ravitaillement ont montré que la vulnérabilité logistique était universelle. Sous les rapports officiels, la réalité est nue. Des centaines de véhicules calcinés, des milliers de blessés, des rives semées de gilets abandonnés et de carcasses métalliques. Les tactiques changent, la résistance se réinvente, mais la facture demeure. L'Afghanistan, le Mali, la Syrie, partout où la logistique flanche, la guerre s'enlise. Certains cherchent dans les ruines la trace du génie ou de la folie de leur chef. D'autres n'y voient qu'une fatalité, le prix d'un conflit où la modernité promet l'efficience mais enfante une violence décuplée.
Sur l'Oskol, la guerre n'a pas changé de visage. Elle a simplement changé d'échelle, accéléré son rythme. Le pont de Remagen, le franchissement du Rhin, la traversée du Mékong, chaque rivière devient un test, un miroir des limites humaines. Chaque pont détruit, chaque barge coulée, chaque assaut à l'aube laisse une cicatrice. Le terrain change, mais la mémoire des pertes ne s'efface jamais. La victoire ici se dissipe au lever du jour, quand il faut compter un à un les absents, les restes, les promesses non tenues. Ignorer les leçons de l'Oskol, c'est ouvrir la porte à de nouveaux désastres. C'est croire à tort que bravoure ou technologie suffisent à masquer l'abîme où sombre tant de vies. Clausewitz écrivait déjà que la friction de la guerre, ce sont ces détails logistiques, ces imprévus qui brisent les plans les mieux conçus. Alors, avant de conclure, posez-vous cette question. Sommes-nous prêts à regarder au-delà des récits, à mesurer le vrai prix, humain, matériel, moral de ces batailles, ou resterons-nous prisonniers de l'illusion, collectionnant les kilomètres gagnés sans jamais peser ce qui a été sacrifié? Pour avancer, il faut une réflexion lucide. Voici quelques pistes concrètes pour briser le cycle de la tragédie. Premièrement, valoriser la logistique et l'ingénierie militaire autant que le front. Former, équiper et soutenir les sapeurs, les ingénieurs, les convoyeurs, car ce sont eux qui tiennent la guerre à bout de bras. Les armées victorieuses, de l'Antiquité à nos jours, sont celles qui respectent la chaîne logistique. Deuxièmement, investir dans la résilience. Développer des solutions de franchissement rapides, discrètes, modulaires, diversifier les moyens de ravitaillement, apprendre à improviser selon le terrain. Les Finlandais pendant la guerre d'hiver, les Alliés en Birmanie, les partisans en Yougoslavie ont survécu grâce à l'innovation sous pression. Troisièmement, tirer les leçons de l'histoire. Étudier les batailles perdues pour cause de logistique. Intégrer ces enseignements dans la formation, la doctrine et la planification. Chaque conflit porte en germe une leçon pour éviter la prochaine hécatombe. Enfin, reconnaître le coût humain derrière chaque avancée. Prendre le temps d'écouter les survivants, de soigner les blessés, de raconter les histoires des disparus. Car une guerre oubliée est une guerre promise à se répéter. Après Verdun, après Stalingrad, après l'Oskol, le devoir de mémoire s'impose. La boucle ne se referme jamais, tant qu'on refuse de nommer ce qu'elle dévore. Le prix d'un kilomètre de rivière, c'est la somme des efforts, des sacrifices et des vies. Le reconnaître, c'est le premier pas vers la paix, ou au moins vers une guerre moins aveugle. La prochaine fois que vous regarderez une carte, souvenez-vous, chaque ligne bleue est un champ de bataille en puissance, chaque mètre arraché a un prix que seule la mémoire des hommes peut payer. Alors, êtes-vous prêt à regarder la vérité en face, à mesurer le coût réel de la guerre, ou préférez-vous tourner la page jusqu'à la prochaine tragédie ?